Alors ce matin, nous avons évoqué à plusieurs reprises le millefeuille administratif. Je vous propose là d'aller plus loin en abordant la problématique des normes et des instances et surtout pourquoi, avec cette question redondante depuis quelques années, pourquoi n'arrive-t-on pas à simplifier? Alors, laisse encore. J'entends encore un petit brouhaha avant d'accueillir avec nous Christophe Eoch Duval. Bonjour. Enchanté et merci beaucoup de m'inviter. Je suis Alors, très honoré. vous êtes magistrat au Conseil d'État, mais vous intervenez aujourd'hui à titre individuel. Vous êtes en effet haut fonctionnaire, auteur de nombreux ouvrages, dont l'inflation normative. Le phénomène est confirmé sur de nombreux faits. Les tentatives de simplification multiples, mais infructueuses. Pourquoi échouent-elles? C'est ce que vous allez nous démontrer à travers vos propos. Merci beaucoup. Effectivement, bon, je suis conseiller d'État dans la vie professionnelle, ce qui fait que j'ai ma part à la production normative, évidemment, mais c'est au titre de mon travail, et c'est peut-être parce que effectivement j'ai eu ce regard indépendant de recul par rapport à cette volumétrie considérable. Alors, vous m'intitulez spécialiste de l'inflation normative, c'est arrivé à la conclusion. Je préférerais me dire que l'inflation normative n'est pas forcément une fatalité, mais que je suis simplement spécialiste de la volumétrie normative, en tout cas de comment peut-on aujourd'hui essayer de dénombrer toutes ces normes dont chaque professionnel, chaque profession, chaque usager du droit peut avoir éventuellement à avoir son mot à dire, d'abord en tant que citoyen. Alors, pour donner quand même un petit cadre de ce travail de chercheur que j'ai pu faire, parce qu'on en parle beaucoup de l'inflation normative, on en parle beaucoup des normes, ça remonte même très loin. Je me suis amusé dans un livre, pour lequel éventuellement tout à l'heure, si certains d'entre vous sont intéressés, je pourrais le leur dédicacer. Je me suis amusé à faire le florilège de toutes les petites formules. Alors ça remonte très loin, notamment un de ceux qui a le plus amusé par une formule choc, c'était d'abord Jacques Chirac. En 1995, lorsque devant le Congrès c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, au moment de sa première nomination comme président de la République, il vient dire « Trop de lois tue la loi ». Alors ça c'est un grand succès. Le communicant qui lui a inventé cette petite phrase, il a été récompensé sans doute par une promotion. Il y a jusqu'à nous, beaucoup plus proches, il y avait eu François Hollande en 2013 qui avait lancé le choc de simplification. Je montrerai tout à l'heure sur une diapositive la date où il a lancé cette proposition. Et puis enfin, encore plus récemment, notre président actuel, Emmanuel Macron, au moment là aussi de son investiture au premier quinquennat, réunissant le Congrès à nouveau, et il a dit cette maladie législative, nous la connaissons. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça montre au moins que les uns les autres admettent que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie. Et ça nous réunit effectivement avec le débat et l'association qui vous anime. Alors, je vais voir si ça marche bien la technique. Voilà, la technique est formidable. J'explique d'abord une chose, c'est que j'ai découvert, en tout cas je pense avoir découvert la façon de dénombrer les normes. Parce que combien il y a de normes? Alors qu'est-ce que c'est qu'une norme? Une norme, c'est une règle juridique à caractère général et contraignant. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et surtout, comment on peut les dénombrer? Eh bien, en fait, je suis arrivé, par mes travaux, à démontrer qu'on ne peut plus les dénombrer. On ne peut plus les dénombrer tellement il y en a, et je vais vous le montrer. Le critère des textes n'est plus bon, le critère du nombre d'articles n'est plus bon, le critère du nombre de codes n'est plus bon. Il y a 77 codes et il y a 120 000 textes non codifiés. Voilà. Mais il y a des textes qui peuvent faire un seul article, puis il y a des textes qui peuvent faire 30 articles. Et puis vous pouvez prendre, et là vous êtes habitué sans doute, parfois à feuilleter le code rouge. Pas de publicité, hein, c'est le code d'Allo, c'est pas le code de Mao. Donc le code rouge, par exemple, de l'action sociale des familles ou de la sécurité sociale, et vous avez parfois sur 2 pages ou 3 pages un seul article. En général, illisible, imbuvable et absolument incompréhensible. Voilà, donc j'ai dû mettre au point une technique de dénombrement
des normes, qui est par le comptage des mots. Mots M-O-T. Hein. Enfin, ça peut être aussi des mots M-A-U-X, parfois. Pourquoi cette méthode? Parce qu'après tout, finalement, elle rejoint un peu votre métier. Madame, vous êtes journaliste. Et donc, votre rédacteur en chef vous dit, faites-moi le compte-rendu de cet excellent colloque. Et il faudra qu'il fasse 5000 mots. Voilà. Donc, c'est un bon repère. Et c'est une méthode de comptage quand on numérise. Or, on numérise depuis, on va dire grosso modo, depuis 2000. Voilà. Donc, c'est à partir de 2000 que j'ai pu mettre en place un logiciel qui me dénombre le nombre de mots dans le droit. Alors, petite explication quand même. Je ne sais pas si je dois me lever. J'ai dénombré 47,6 millions de mots. Mais vous voyez, c'est le haut de l'iceberg. Pourquoi le haut de l'iceberg? Parce qu'il y a des tas de normes qui ne sont pas numérisées et qui ne sont pas publiées sur un site qui s'appelle le site Légifrance. Voilà, peut-être vous avez eu l'habitude d'aller sur ce site. Vous n'avez que les textes du droit étatique national. Mais par exemple, peut-être que les collectivités locales, dans votre secteur, peuvent peut-être vous impacter pour telle ou telle chose. Alors, pas toujours sur le plan sanitaire, mais peut-être sur les points périphériques comme l'urbanisme, etc. Et vous ne les trouvez pas. En tout cas, vous les trouvez déjà très difficilement dans les sites des collectivités locales et ils ne sont pas décomptés. Ça fait partie de mes points d'interrogation. Voilà. Alors, c'est vous dire que 47,6 millions de mots, ça vous rien vous dire peut-être en termes de volume, mais tout à l'heure, je vais vous montrer une diapositive où je l'explique un peu mieux en termes de temps de lecture. Voilà. Alors, à partir de 2002, là, j'ai une preuve absolue du nombre de mots. Vous voyez, on est parti avec Jacques Chirac en 2002 avec 1266 heures de lecture pour lire tout le droit qui était de 22,78 millions de mots. Et puis ça grimpe à chaque fois. Là, on est à 47,5 millions, 2643 heures. Alors, une petite explication pour ceux qui peut-être sont juristes parmi vous, qui l'ont été, etc. C'est ce qu'on appelle le droit consolidé. C'est-à-dire que moi, je calcule le droit une fois qu'on a retiré le droit abrogé et seuls les mots nets comptés. Ça veut dire que quoi qu'ils disent et quoi qu'ils aient pu abroger aussi des textes, parce que s'ils rajoutent des nouveaux textes, parfois aussi ils en abrogent. C'est incontestable. Mais ça, c'est le solde net. Donc on est en croissance nette. Bon. Alors, évidemment, 2643 heures, vous ne lisez pas tout le droit avec ce temps, c'était considérable. Je poursuis rapidement. La diapo suivante, elle est blanche, c'est bizarre. Oui, alors, c'est très amusant. Ça, c'est une autre méthode de comptage. Je la montre toujours aussi un peu parce qu'elle n'est pas à jeter à la poubelle. C'était la méthode très traditionnelle. C'est le comptage par le biais du critère du journal officiel. Bon, ce n'est pas la méthode la plus scientifique. La plus scientifique, c'est celle que je vous ai montrée précédemment. Mais quand même, elle illustre une tendance. Parce que forcément, quand on publie le journal officiel, alors on publie des textes globaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en droit consolidé, en droit positif consolidé. Puisqu'il y a tout le verbiage lié au texte. À l'article 1er, remplacer le mot machin par le mot bidule. Voilà, ça c'est le verbiage légistique. Il va disparaître de mon comptage précédent. Mais le journal officiel traduit quand même ce volume. Et ce volume, vous voyez, il est croissant depuis 58. Alors, ce qui est intéressant, parce que la numérisation, elle date de là. Voilà. Mais le journal officiel, il date de bien avant 1958. Hein. Je vous rappelle, bien sûr, c'est la Révolution française qui va décider de créer le Moniteur. Voilà, puis après, ça s'appelle le journal officiel. Oui, la croissance, elle est continue depuis 58, mais avec un petit plat, on va dire sous les années de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing. Là, c'est très intéressant, j'ai mis un repère. On est en 1966. Oui, et c'est là que Pompidou, dit-on, a dit un jour à Jacques Chirac qui est entré dans son bureau, mais arrêtez d'emmerder les Français avec trop de textes. Trop de textes, qu'est-ce qu'il raconte? Il était là. Voilà, là. Donc ça a continué à progresser. Vous voyez, selon les différents quinquennats centenaires, et les bosses même. Et là, je suis là, ici, en 2013, choc de simplification. Oui. C'est pas de bol. Ça n'a pas vraiment simplifié. Alors, une fois qu'on a fait le constat, oui. Et ce constat, vous l'avez fait depuis plusieurs années, de cette inflation des normes, est-ce que c'est mauvais? Alors, d'abord, je dirais que avec le métier que j'ai
ne suis pas un anarchiste. Il faut des normes. Voilà. Toute civilisation, depuis tous les temps de l'histoire, on crée des normes, on crée du droit, on crée des codes. Et ces codes, ces normes, simplement, il y a 3 critères qui doivent être absolument indispensables à respecter. 1, il faut des normes, mais il faut des normes bien évaluées. Premier point. Deuxième point, OK, il faut des normes bien évaluées, mais il faut aussi des normes bien adoptées. Et troisième point, il faut des normes bien représentatives. Je m'explique. Quand on est dans un phénomène d'inflation comme on l'est aujourd'hui, ces 3 critères, il y a à peu près certains qui sont complètement oubliés. Normes bien évaluées. Alors effectivement, en 2009, on s'est interrogé, on s'est dit, on fait trop de normes, comment peut-on éviter de faire des normes souvent qui sont irréalistes, idéologiques, non applicables, coûteuses. On a donc introduit ce qu'on appelle les études d'impact. Sauf que, comme toujours, l'enfer n'est pavé de bonnes intentions. Et ces études d'impact, elles sont, j'espère qu'il n'y a pas dans la salle des membres de la DGOS ou de la DSS. Bon, ça va. Pour moi, elles sont bidonnées. Les études d'impact en France sont bidonnées. Pourquoi elles sont bidonnées? Parce que nous les confions au même bureau qui sont ceux qui pondent les textes. Vous n'avez jamais vu dans aucune entreprise faire un audit sérieux par l'entreprise. C'est jamais du indoor. C'est on va chercher un auditeur extérieur et il va vous dire quels sont les défauts, les critiques, les machins, etc., ce qui manque, ce qui ne va pas ou ce qui ne va pas. Et ça, c'est crédible. Donc les études d'impact en France sont nulles. Elles sont nulles parce qu'effectivement, elles sont faites par l'administration elle-même. Deuxième point, des normes bien adoptées. Pourquoi pas? Mais savez-vous qu'aujourd'hui, j'ai mis en place aussi un critère là-dessus qui est très impressionnant. C'est une vraie abus de droit constitutionnel, mais j'assume. Alors, c'est de la technique parlementaire. Normalement, le Parlement, il a 2 lectures. C'est la tradition. Assemblée nationale, puis Sénat, ou alors dans l'autre sens. Puis à nouveau Assemblée nationale, puis Sénat. Et puis enfin, si vraiment on ne se met pas d'accord, il y a ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Alors tout ça, on dit que c'est un marathon. Non, je dis que ce n'est pas un marathon. C'est prendre le temps que le parlementaire, que le législateur, il mûrisse les textes. Il écoute, il fait des auditions, il voit si ça marche, il voit si ça ne marche pas, il fait des amendements. Eh bien, il y a une technique dans la Constitution, qui est l'article 45, qui permet au gouvernement de faire ce qu'on appelle la procédure accélérée. Qu'est-ce qu'on fait avec la procédure accélérée? On augmente la cadence de la planche à normes, puisqu'on divise par 2 le temps parlementaire. Plus qu'une lecture à l'Assemblée nationale, une lecture au Sénat, hop, c'est emballé. On fait une commission mixte paritaire. Comme de toute façon, l'Assemblée nationale a le dernier mot, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui va être choisi. Savez-vous que depuis 2002, la procédure accélérée, qui normalement a été inventée par le général de Gaulle pour prévoir les cas vraiment urgents où il aurait fallu qu'on aille vite, parce qu'il y a la guerre d'Algérie, il y a, je sais pas, des choses qui justifient mai 68. Eh bien, depuis 2002, une loi sur 2, le gouvernement engage la procédure accélérée. Donc, multiplication par 2 des normes, multiplication par 2 des cadences. Enfin, dernier point, mais là, c'est peut-être plus polémique, tant pis, je le risque, bien représentative. Bien représentative, ça veut dire quand même voter par un Parlement qui représente les Français, qui représente toutes les sensibilités des Français. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous l'expliquer, mais vous allez voir les chiffres, les données, etc. Il y a une dégradation de la représentativité des parlementaires français. Voilà, ce que je vous dis est totalement objectif. Aujourd'hui, le gouvernement de Sébastien Lecornu représente 30,3% de l'électorat. Donc à la fin, si vous voulez, vous avez un phénomène dans lequel il y a des normes, il en faut, mais si ces normes elles sont mal adoptées, mal évaluées et peut-être pas forcément super représentatives, ça coince, ça bloque. Et à la fin, on a des normes qui ne sont pas souhaitées, satisfaisantes. Juste, je ne sais pas si j'avais encore le diapo, mais je voulais vous montrer quand même cette diapo très intéressante. Vous invitez à aller voir, comme moi, là vous faites viginorme.fr, vous pouvez le faire avec votre téléphone portable, et vous pouvez les contrôler. C'est un site que j'ai mis en place avec un think tank qui m'a aidé à le mettre en place, qui s'appelle Contribuables Associés, et vous pouvez vérifier ce que je vous dis par code. Et vous pouvez aller voir le fameux code de la santé publique et le code de
de l'action sociale des familles, qui sont Alors, deux codes que vous utilisez. On plus, y retrouve 19 codes Voilà. emblématiques sur 77. Exactement, mais les autres peut-être vous intéressent moins. Et il y a une chose assez intéressante, c'est finalement le code de la santé publique qui est en 3e position des codes les plus inflationnistes. Oui. Alors, 400. Alors, attendez le chiffre, là, 332,93, presque 333. C'est ça. Un des tops, c'est le code de l'environnement, mais c'est 332,93%. Ah, c'est précis. Hein. On y retrouve, en 20 ans, bien sûr. On y retrouve le code de l'action sociale et des familles. Alors lui, il est moins inflationniste. Est-ce que dans notre secteur médico-social, on fait moins de normes? Je ne suis pas certaine. Oui, alors après, bon, il peut y avoir des explications. Bon, d'abord, le code de l'action sociale et des familles est un code plutôt jeune dans sa recodification. Donc la progression peut peut-être s'expliquer. Le code de la santé publique, ça me donne effectivement l'opportunité de donner peut-être une explication. Alors, il y a de multiples explications, tout ça c'est multiforme évidemment. Mais, oui, c'est moi qui mettais ma main sur la Wi-Fi. Il y a peut-être une explication qui est très technique, mais en même temps très importante, que vous compreniez aussi pourquoi il y a des normes qui sont si nombreuses et qui vous échappent un peu à vous, professionnels. J'ai une appréciation un peu critique sur une invention qui a été faite en 1996 qui s'appelle les lois de financement de sécurité sociale. Bon, sur le papier, c'est parfait et c'est normal. Le premier budget de l'État, qui est le budget en réalité social, ne faisait pas l'objet d'une sorte d'engagement du Parlement à en comprendre, j'allais dire, les recettes et les dépenses. Sauf que ce vecteur, comme on dit, ce vecteur législatif est devenu un détournement de production de normes. Pourquoi ? Parce que le Parlement, pour les lois de financement de sécurité sociale, c'est un régime spécial. Il n'y a pas les fameuses 2 lectures, normalement, d'un côté, de l'autre, et puis on prend son temps pour bien mûrir un texte. Le Parlement est enfermé dans un délai de 50 jours pour se prononcer entre les 2 chambres. Puis à la fin, il y a éventuellement le psychodrame dont vous avez un petit peu les oreilles en tête, si le Parlement n'arrive pas à son texte au bout de 50 jours, on le menace soit d'une loi spéciale, soit d'ordonnance. Enfin, voilà, donc on les mène à la baguette. Et effectivement, j'ai montré dans d'autres études, et j'en parle aussi un peu dans mon livre, qu'il y a une inflation manifeste de l'utilisation de ce vecteur des lois de financement de sécurité sociale pour les bourrer de textes sociaux ou fiscaux, mais dans votre domaine, c'est sociaux. C'est la loi de finances qui fait la même chose. Donc, on bourre de textes qui vont se codifier soit au code de la sécurité sociale, soit au code de la santé publique, soit parfois au code de l'action sociale des familles, et qui ne jouissent pas de la même qualité d'approfondissement. Puisque, qu'est-ce que c'est ? C'est une copie qui vient directement de la DSS ou de la DGOS, qui est automatiquement envoyée au Conseil d'État, ça bien sûr, qui fait son travail d'un avis, mais qui est consulté dans des conditions toujours déplorables. On reçoit ces textes à la mi-août. Voilà, à mi-août, je fais partie de la section sociale, donc j'ai un petit message de mon secrétariat, de mon président, qui me dit, on a reçu le PLFSS, les citoyens ne le savent pas encore, on a reçu le PLFSS, nous savons que nous devons rendre un avis au gouvernement pour qu'il tienne la date du 1er mardi d'octobre, ça va vite, hein, et nous rendons un avis en 4e vitesse, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais tant pis, nous rendons un avis en tout cas sur des sujets qui sont très complexes, de textes de plus en plus longs, de plus en plus complexes, et sur lesquels la société civile, et quand je dis la société civile, c'est la société des professionnels, n'a pas eu son mot à dire en amont. Ce n'est pas du bottom-up, c'est du top-down. Peut-être pas en amont, mais au regard du nombre des amendements et des propositions et du travail avec les fédérations, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Alors, en LFSS, très peu, parce qu'effectivement, comme je le dis encore une fois, compte tenu de la contrainte du temps, vous êtes pris de court. Concrètement, vous êtes pris de court. En plus, les techniques parlementaires, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, des lois de finances et des lois de financement de sécurité sociale, font qu'il est extrêmement compliqué pour une fédération professionnelle de rattraper le tir par des amendements. Bien sûr, vous allez avoir des députés, des sénateurs, etc. Ça, je ne doute absolument pas de ce travail remarquable, mais il est extrêmement compliqué. La vraie qualité de la norme, c'est son travail en amont.
c'est sa coproduction. C'est le partage réellement avec les acteurs professionnels ou économiques. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui serait bon de faire, comment on pourrait le faire, et on le mûrit. Voilà, ce mûrissement, je le dis, dans le domaine des lois de financement de sécurité sociale, il n'existe pas. Voilà. Et d'ailleurs, il n'existe pas, et je montre aussi cette diapositive parce que c'est quand même incroyable. Est-ce que la norme est d'origine technocratique? C'est un débat, hein. Après tout, ça pourrait être bon. Voilà. Mais je le prouve en tout cas avec cette diapositive. Il y avait le général de Gaulle, il avait inventé les ordonnances. Là aussi, pardon pour ceux qui ne sont pas juristes, ou je rappelle à ceux qui sont juristes, c'était dans 1958 l'idée du général de Gaulle que dans certains cas, dans certains moments, il fallait que le gouvernement puisse prendre la main sur le Parlement en faisant par des textes qui remplaceraient la loi, mais qui seraient pris par le gouvernement et pas par le Parlement, des lois, l'équivalent de loi. Il avait appelé ça des ordonnances. Bon, il avait un peu son style Ancien Régime, donc c'était une expression de l'Ancien Régime. Eh bien, ce n'est pas le général de Gaulle du tout qui a consommé le plus d'ordonnances. Les ordonnances, c'est fait directement par les bureaux des ministères. C'est eux qui les rédigent directement. Là, on est vraiment dans le top-down. Eh bien, cette diapositive vous montre et vous prouve que c'est notamment les 2 quinquennats non terminés de M. Macron qui ont consommé depuis 1958 29% des ordonnances publiées au journal officiel. Est-ce pas le signe aussi d'une demande croissante de protection? Oui, c'est vrai. Et je crois qu'en fait, tous les acteurs, tous les usagers du droit sont quelque part un peu co-responsables de ce phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une schizophrénie, on revient encore peut-être à un terme médical qui vous est propre dans votre secteur, c'est-à-dire qu'en fait, on est sevré, il y a une sorte d'overdose de normes pour tous, et quels que soient les différents secteurs professionnels, et on en souffre, et en même temps, on en redemande. Alors, je ne vais pas parler du tout de votre secteur, parce que je ne le connais pas forcément par cœur, mais j'ai été invité, par exemple, c'est une anecdote, à une fédération française du bâtiment, à son colloque, et le premier jour, effectivement, ils m'ont fait intervenir parce qu'ils voulaient tirer à boulet rouge contre les normes. Ça y allait dans tous les sens, il fallait baisser la tête, on recevait un boulet. Bon. Donc, première journée de ce colloque, tirer à boulet rouge contre les normes. Deuxième journée de ce colloque où je suis resté parce que c'était à Chambord et c'est plutôt sympa, c'était tirer à boulet rouge contre la suppression d'une norme. Vous voyez la schizophrénie. Donc on est quelque part en responsabilité, effectivement, peut-être de faire des demandes de normes. Et alors, évidemment, bien sûr, ceux qui les produisent se précipitent à en faire. Alors, quand on préparait votre intervention, vous me disiez que dans le secteur, les responsables d'EHPAD sont obligés de suivre la norme et sont complètement étouffés par les normes. Autant le citoyen peut peut-être louvoyer avec la norme, avec la règle, mais finalement, notre secteur est un peu étouffé par cette norme, même s'il aime le droit. Oui, alors les normes, je dis toujours, les normes ne sont pas là pour rigoler. Norme, c'est une règle juridique à caractère général et contraignant. Le contraignant, comment est-il obtenu? Il y a 2 techniques aujourd'hui. Le pouvoir court après, d'ailleurs. Je pourrais en parler aussi, il y a une inflation des sanctions pénales. C'est quelque chose d'incroyable. Là, je n'ai pas la diapositive pour vous montrer, mais peut-être un trou de mémoire sur le chiffre, mais je crois que de 1988, où je peux arriver à compter le nombre d'incriminations pénales, et puis 2025, je crois que je suis à 130% d'inflation du nombre de sanctions pénales en France. Alors, tout secteur confondu, bien sûr. Donc, on adore recourir à ça, c'est une menace, on est menacé de sanctions pénales, donc on rentre dans la norme. Deuxième sujet aussi d'interrogation pour moi, même sur un plan démocratique, c'est l'inflation des sanctions administratives. Très, très nombreuses, indénombrables. La dernière dénombrement qu'a pu faire le Conseil d'État des sanctions administratives, c'est un rapport de 1995, c'est trop ancien, il en dénombrait environ 1500 régimes. À mon avis, on est aujourd'hui proche du double ou du triple. Les sanctions administratives, elles sont très, très, très fréquentes dans le secteur social, sanitaire, social, etc.,
Et c'est une arme qu'a l'administration et qui peut se conclure, alors bien sûr avec une procédure, hein, voilà, on va vous mettre en demeure, on va faire une visite, on va vous mettre en demeure, puis après la mise en demeure, on va le principe du contradictoire, c'est tout à fait respecté, il n'y a pas de souci. Puis à la fin, vous avez quand même des manquements qui vous sont reconnus, constatés, et ben il y a une grille. Voilà, il y a une grille, et c'est pas une sanction, c'est pas une amende pénale, c'est une amende administrative. Alors on peut bien sûr après la contester devant le tribunal administratif. Hein, bonjour le parcours du combattant, et en général, on voit très mal les tribunaux administratifs revenir sur des sanctions administratives, parce que quelque part, ils intègrent une sorte de principe de précaution, et ils se disent, mais vraiment, est-ce que moi, juge, je pourrais prendre un risque à décider qu'une sanction administrative qui a reconnu des manquements dans un EHPAD serait illégale. Donc ça, c'est pas des contentieux faciles, mais qui peuvent peut-être vous avoir été vécus dans la vie. Alors, donc pour venir à ça, la sanction, oui, peut-être que le particulier, face à ce nombre de lois, nul n'est censé ignorer la loi, néanmoins, va peut-être ignorer l'arrêté municipal qui lui obligeait à ne plus tondre qu'entre 11h et 11h30. Il y a des mairies qui font ça. Bon, mais là, bon, il faut peut-être qu'un soit un voisin qui le dénonce. Mais vous, entreprise, parce que vous êtes des entreprises, aucune entreprise ne peut se permettre, en France, de ne pas être mis aux normes, de ne pas se mettre aux normes. C'est impossible. Or, une chose, par contre, je peux vous dire, en général, que jamais dans les technocraties, on entre vraiment dans les cerveaux, c'est que les normes, ça se traduit forcément et nécessairement par une incorporation au prix de vente, au prix de revient, aux charges. Donc les normes ont un coût, et ça c'est indéniable, et ça participe d'une forme de renchérissement du prix des services, ou du prix des produits, ou du prix de consommation. Et on en revient au principe de précaution dont on a vu les effets négatifs pendant la crise Covid, mais aussi à la problématique de la responsabilité des directeurs d'EHPAD. Vous le disiez tout à l'heure, effectivement, la norme, le directeur d'EHPAD doit l'appliquer. Donc, inflationniste ou pas, c'est problématique. Absolument. Alors, le principe de précaution, normalement, c'est un principe de valeur de droit de l'environnement. Ce n'est pas exactement ce principe qui, en général, peut avoir des répercussions dans le caractère inflationniste des normes sanitaires et sociales, mais encore que. Et on peut le voir de différentes façons, effectivement, quand même, qu'il joue ce principe de précaution pour pousser à l'inflation normative. Alors, là aussi, c'est un peu technique, mais j'ai, dans mes travaux, mis en démonstration que les normes législatives progressent plus vite en France depuis 2002 que les normes réglementaires. Alors, vous voyez un peu la distinction, les lois et puis les règlements, les décrets. Voilà. Et je me suis interrogé pourquoi. Donc, c'est à peu près de mémoire, je crois, c'est 109% d'inflation des normes législatives contre 79% d'inflation des normes réglementaires sur 20 ans. Mais je crois avoir trouvé l'explication. Elle est dans une forme de principe de précaution. C'est que les normes législatives, elles sont quasiment impossibles pour un juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir qui pourrait être fait par les usagers contre telle ou telle norme qui leur est imposée, de les contester, puisque c'est la loi. Sauf inconstitutionnalité, mais là c'est 0,001% de risque, sauf contrariété à une norme communautaire, mais dans le domaine d'ailleurs sanitaire et social, c'est en principe pas une compétence communautaire, donc il y a également très peu de chances qu'une norme législative soit contestable, alors qu'un décret est plus fragile, ou un arrêté ministériel ou un arrêté municipal sont forcément plus fragiles, et le juge administratif aura plus peut-être de latitude à pouvoir éventuellement apprécier qu'il n'est pas conforme à la légalité. Et donc cette augmentation du nombre de lois, de normes législatives dans le domaine du secteur sanitaire et social, et pas que, est une forme d'utilisation par le pouvoir exécutif de principes de précaution pour se mettre à l'abri. Il n'aime pas se voir annuler une norme, il n'aime pas se voir d'ailleurs contester une norme, même si c'est le libre jeu, bien sûr,
de la justice et du droit au recours, mais il n'aime pas se l'avoir annulé. Ça, c'est bon, c'est pas... Et donc, il se protège comme ça. Est-ce qu'on peut s'opposer à une norme, à une réglementation pour des principes d'éthique? Est-ce que c'est défendable? Mais d'abord, bon, le droit au recours existe en France. Et c'est évidemment, bien sûr, extrêmement salutaire, souhaitable. C'est une conquête. Et je ne crois pas du tout que personne n'ait envie de la remettre en cause. Mais après, c'est extrêmement compliqué, éventuellement, d'obtenir gain de cause. Vous pouvez être dans votre bon droit de penser que telle norme est inefficace, inapplicable, injuste, pas coûteuse, etc. Autre chose est de trouver sur le plan de la légalité pure un motif de la renverser. Alors il y a les juges administratifs, en principe, ce sont eux qui vont être compétents pour le domaine évidemment bien sûr de l'appréciation de la légalité des textes qui sont issus du Code de la santé publique ou du Code de l'action sociale et des familles. Mais vous voyez que le parcours du combattant est très, 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 très compliqué. Alors j'ai en tête une chose que Jean-Pierre Rizo a évoquée ce matin, c'est l'obligation vaccinale pour les résidents d'EHPAD, juste les résidents d'EHPAD. Est-ce qu'on pourrait le contester? Voilà encore un exemple. Alors, dans en tout cas la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, c'est inscrit dedans. Et ce n'est pas un hasard non plus si ça a été inscrit dans ce vecteur-là. On pourrait se dire, mais quel rapport ça avec une loi de sécurité sociale? Alors bien sûr, on peut toujours chercher, bien forcément, il y a une prise en charge par l'assurance maladie, il y a pour elle, éventuellement la démonstration qu'il y a des gains ou des coûts, et que les coûts sont compensés par les gains en espérés. Mais le fait que ce soit inscrit dans une loi de sécurité sociale qui a été débattue, discutée dans les conditions que je vous ai rappelées, à la fois constitutionnelles, 50 jours, le psychodrame que ça a été de sortir ce texte, etc., la qualité de l'évaluation de cette disposition, on peut être d'accord, pas d'accord, etc., peu importe, mais quelle a été l'étude d'impact préalable et l'association de la profession professionnelle d'EHPAD, association de soignants, association d'usagers, de familles, etc., peut-être pas loin du zéro. Et ensuite, l'adoption comme elle a été faite. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? Pardon de le dire, mais on donne du grain à moudre à un populisme antinormatif. Alors, il y a une autre chose qui peut aussi concerner notre secteur, c'est la France a tendance à transposer les directives un peu plus que les directives européennes, un peu plus que les autres, ou je me trompe? Alors, c'est une bonne question, mais elle est extrêmement compliquée à trancher. Parce que d'abord, elle est très difficile à prouver. Moi, même si je suis chercheur, on m'a souvent posé cette question, et moi-même, je me la suis posée. J'en parle pas beaucoup dans mon livre des normes européennes, parce que je dis d'une certaine manière, nous avons a priori tous, les 27, les mêmes poids de normes européennes qui s'imposent à nous, et pour lequel il y a une vraie problématique, là aussi, évaluation, adoption et représentativité. Mais il se trouve que la France est quand même parmi tous les pays de l'Union européenne, celui qui, dans la documentation que je peux faire et avoir, est celui qui a le plus mauvais rapport aux normes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on fait plus mal que les autres. Et ça fait depuis longtemps. Et ça fait depuis longtemps qu'on voit bien qu'on a des partenaires européens qui font mieux que nous, alors qu'ils ont pourtant les mêmes normes européennes qui s'intègrent à leur droit. Ils font mieux que nous parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ils ont moins ce réflexe de surtransposition. Alors, qu'est-ce que c'est la surtransposition? C'est je prends une directive communautaire, puisque les règlements s'appliquent automatiquement. Je prends une directive communautaire et je suis normalement censé la transposer. En la transposant dans mon droit national, j'en fais un peu plus. C'est-à-dire, là où on me disait de faire 1, je fais 1,5. Voilà, enfin, c'est une image. Et la France a cette réputation. Je vous dis encore une fois, c'est compliqué de l'étayer, de la prouver, mais on va dire d'une manière générale qu'on ressent bien ce réflexe franco-français d'en faire toujours beaucoup plus que le razmot du législateur italien ou le razmot du législateur espagnol
ou alors même pas le ras-mode du législateur grec. Donc à la fin des fins, on a ce phénomène, effectivement, où on se charge en plus de normes qui déjà pourraient déjà être discutées, discutables, voilà, et on en fait plus. Alors dans le domaine sanitaire et social, en principe, on est moins sensible à la pression des normes européennes, puisque voilà, ce secteur n'est pas normalement de la compétence de l'Union, mais elle grignote d'abord, et puis il peut y avoir des sujets périphériques qui sont quand même attrapés par des normes communautaires. Alors je pensais aux professionnels de l'accompagnement, professionnels du social. La formation professionnelle, effectivement, une grande directive, la 2005-30, qui couvre effectivement toutes les problématiques d'harmonisation et autres, et qui peut, au cas par cas, avoir été un peu surtransposée en France par rapport. Alors effectivement, dans le domaine de la santé, ben, on a ce cas de figure où maintenant des élèves vont faire leur diplôme de masseur kiné en Belgique parce que, bon, on ne sait pas pourquoi, c'est plus facile là-bas que chez nous, ou alors leur diplôme d'infirmière en Espagne. Enfin, et alors après, avec la directive 2005-30, et ben, hop, on revient en France et on est masseur kiné ou infirmier. C'est des distorsions de concurrence qu'on s'est ajoutées. Peut-être par le fait qu'on a élevé l'exigence de diplôme, je ne sais pas, je dis ça au hasard, hein, de masseur kiné en France ou d'infirmier en France, et du coup, ça fait chasser des étudiants valables qui vont dans les autres pays de l'Union européenne pour passer leur formation et y revenir. À l'heure où on parle d'attractivité et où en fait, les directeurs d'EHPAD peinent à recruter, est-ce que cette simplification de la réglementation, elle ne doit pas s'imposer ? Bien sûr, elle doit s'imposer. Normalement, d'ailleurs, les hommes politiques ne cessent de nous dire qu'ils veulent simplifier. Enfin, ils complexifient, puis après, juste un instant après, ils disent on va simplifier. Donc, on va simplifier la complexification. Moi, j'ai dénombré le nombre de lois, d'ordonnances, de décrets qui ont dans l'intitulé au journal officiel relatif à la simplification. Je crois que je suis arrivé au chiffre de 89 textes depuis 1969. Donc on n'y arrive jamais. On court après. C'est-à-dire, c'est comme un lièvre qui est devant nous et on passe son temps à lui courir après pour essayer de simplifier. Parce qu'en vérité, la méthode de simplification n'est pas la bonne. C'est-à-dire ? D'abord, comme je dis, il faut que de plus en plus les normes soient bottom-up, coproduites par les producteurs, par les entrepreneurs, par les créateurs, par les acteurs, et plus par les ministères. Voilà. Tant pis, ça fera un peu de peine ou ça fera un peu moins d'emploi de fonctionnaires à l'avenue de Ségur. Mais déjà, c'est eux qui s'en emparent. S'ils s'en emparent à la création, ils s'en empareront aussi à la simplification. Avez-vous jamais été dans votre secteur professionnel consulté pour simplifier des normes ? Je ne sais pas, peut-être vous allez me contredire. Mais si c'est le cas, c'est la bonne méthode. Et si ça n'a pas été le cas, vous pouvez être sûr que même le prochain décret relatif à la simplification, je ne sais pas quoi, des autorisations préalables des établissements du Code de l'action sociale et des familles, probablement ratera sa cible, parce qu'elle ne viendra pas du terrain. Et pour s'attaquer à ça, alors, il y a le problème du stock, comme je vous ai montré, quand on a une montagne comme ça, à faire fondre, ce ne sera pas demain la veille. Je ne sais pas sur cette diapositive, mais je me suis un jour amusé à regarder combien faudrait-il réduire de pourcentage cette montagne de normes pour revenir au moins à la promesse de François Hollande. Il faudrait réduire de 25% le stock, un quart. Et c'est énorme, c'est herculéen. En fait, on court après maintenant les travaux d'Hercule, et on n'a plus malheureusement la possibilité de dévier. Que pensez-vous de la proposition de certains de mettre en place une règle d'or qui consisterait à dire on ajoute une norme, on en supprime deux ? Ça, c'est excellent. Et je vais vous dire d'où ça vient. Encore une fois, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure. Il y a à la fois les Britanniques et les Allemands qui nous donnent des leçons. Nous, on parle beaucoup, et finalement, mais eux, ils agissent. Alors, les Allemands, par exemple, pour l'évaluation des normes, c'est eux qui ont mis en place un organisme extérieur indépendant au Bundestag et à l'État fédéral, qui s'appelle le Normenkontrollrat, qui évalue de manière indépendante les projets de normes. Premier exemple. Et ce sont les Britanniques qui ont effectivement inventé la règle de
one rule in, two or three rule out. Bon. Et c'est Édouard Philippe qui, se cherchant des idées, Premier ministre, comme vous le savez, le premier Premier ministre du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a récupéré l'idée, excellente, il en a fait une circulaire, et il a dit maintenant on va appliquer cette règle. Bon, mais il n'a mis aucun compteur en place pour vérifier que ces administrations, et peut-être lui-même, se l'appliquaient. Donc ça, c'est des promesses qui sont excellentes, à la condition qu'on les prouve. Moi, je suis prêt à cocher cette solution, et je mets en place un indicateur, comme je vous l'ai montré, et c'est très simple. Un texte avant, c'est tant de mots. Eh bien, il faut me démontrer, et c'est facile à démontrer maintenant avec l'IA, qu'on a supprimé 2 fois le nombre de mots du texte qu'on a créé, et ça marche. Mais là, c'est une question de volonté politique. Alors, on a un autre problème dans le secteur, c'est que, certes, il y a beaucoup de lois, certes, il y a beaucoup de normes, mais il y a aussi des décrets d'application qu'on ne voit jamais et des lois qui sont inapplicables ou des mesures qui sont inapplicables. Oui, alors, d'ailleurs, c'est des conseils que je vous donne à vous, secteur professionnel, organisé en syndicat ou en fédération professionnelle. Et là, je vais vous dévoiler un peu comment se passe la fabrique de la norme. Comme je disais, la norme, aujourd'hui, elle n'est pas bottom-up. Elle est pensée, imaginée par des cerveaux excellents, hein, je ne fais aucune critique, hein, de personnes qui sont, par exemple, soit la DSS, soit la DGS, soit la DGOS. Bon. Ils ne vous ont jamais consulté, ou peut-être il y a un peu de concertation, je ne sais pas, je ne veux pas critiquer ni faire des procès d'intention. Mais en tous les cas, ce texte est créé, rédigé par les bureaux. Et en revanche, la Constitution prévoit qu'il y a l'avis obligatoire à titre juridique du Conseil d'État. Ce n'est qu'après que le décret peut être publié au journal officiel. Et nous faisons un travail qui est assez remarquable d'ailleurs, un travail de vérification, d'abord de la bonne écriture, même si maintenant on a de plus en plus laissé filer un verbiage qui... parce que les choses se décalent, c'est-à-dire que quand il y a 10 ans ou 20 ans, il y a un texte avec un certain verbiage qu'on n'aurait nous même jamais laissé passer parce qu'il nous heurterait, on s'habitue. On s'habitue au verbiage. Donc à un moment donné, ben, ça ne nous choque même plus. On recule tout le temps le curseur d'être choqué. Donc voilà, mais enfin en principe, on vérifie quand même que c'est pas trop mal écrit, que ça risque pas trop de risques contentieux, parce que c'est pour ça. Deuxièmement, on vérifie la légalité, donc on va faire tout un travail de plus en plus complexe de vérification, si ça ne heurte pas une règle supérieure, conventionnelle, européenne ou constitutionnelle. Et après, on donne notre quitus au gouvernement qui le publie. Mais là où je veux en venir, c'est que nous n'avons devant nous, pour nous faire une opinion sur, j'allais dire, l'économie générale du texte qui nous est présenté, que 2 choses. Devant nous, il n'y a que les membres du gouvernement, on les appelle les commissaires du gouvernement, enfin, c'est les représentants, ce n'est pas du tout des ministres, hein, ils ne se déplacent jamais, mais enfin ce sont quand même les directeurs et leurs bureaux, par exemple de la DGOS, si c'est un texte porté par la DGOS. Donc nous n'avons que leur parole, nous n'entendons que leur point de vue, nous n'entendons que la défense qu'ils font de leur texte. Et puis, il y a un peu parfois, je crois que j'ai mis une diapo là-dessus, il y a un peu de comitologie. Voilà, la comitologie. Ah, ça c'est très franco-français. Ah, ça, il y a une foison de comités Théodule. Hein, pardon, hein, vous faites peut-être partie de certains d'entre eux. Ça peut faire sauter des textes. Eh bien non. Malheureusement, non, ça ne fait pas sauter de texte. On n'a jamais vu qu'il y ait sauté. Sur la loi infirmière, on a eu le problème. Alors, je m'explique. Après, c'est des recours contentieux, ces choses comme ça. Mais il y a, en principe, les lois ou les décrets ou les ordonnances peuvent, selon la matière qui est la leur, être assortis de l'obligation de l'avis préalable d'un de ces comités. Alors, ça peut être... Alors, le plus, c'est le comité économique, social et environnemental, mais ce n'est vraiment que pour les programmations. Après, je ne sais pas, par exemple, le comité national des retraites et des personnes âgées peut peut-être, dans certains cas de figure... L'absence de consultation du Haut Conseil des professions paramédicales. Voilà, exactement. Mais, je vous explique une chose. D'abord, leurs avis sont très peu motivés. Pardon, très peu motivés. Souvent, les avis de tous ces organismes, je suis entre le Conseil d'État en 1996, j'ai un peu de recul, c'est un procès-verbal
qui ne va rien expliquer pour nous, qui sommes de l'extérieur, qui avons un regard extérieur, qui va rien nous expliquer du fond. Ça va être le procès-verbal du vote. Alors on a la liste des syndicats ou des sociétés ou des personnalités qualifiées, etc. Ils font partie du comité. Et puis on va vote pour, vote contre, favorable, défavorable. Bon, ouais, d'accord. Très rarement, très très rarement. Deuxièmement, nous passons énormément de temps, alors ça c'est effectivement, vous ne le savez pas, peut-être pas, mais nous passons énormément de temps à nous questionner, est-ce que l'avis de ce comité aurait été obligatoire ou était obligatoire? Mais nous nous posons cette question qu'en termes de légalité. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un recours contentieux, après, contre le décret par exemple, et si effectivement le décret aurait dû être soumis à l'avis préalable du Comité national des retraites et des personnes âgées, alors son absence, son défaut d'avis, vaudrait peut-être une annulation contentieuse. Mais quant à ce qu'ils ont dit, eh ben on ne s'y intéresse malheureusement pas parce qu'à la fois, ils ne nous donnent pas la possibilité de s'y intéresser. Or, il y a une chose que souvent les fédérations professionnelles ne savent pas, mais il faudrait qu'elles soient au courant d'un projet de texte dans le tuyau, c'est qu'elles peuvent, quand ce texte est envoyé au Conseil d'État, elles peuvent envoyer des observations, elles peuvent envoyer des commentaires critiques, élogieuses ou non élogieuses, mais qui, j'en ai vu parfois, c'est arrivé parfois, certains syndicats, mais ils étaient au courant. Si vous n'êtes pas mis au courant, c'est compliqué. Mais quand on en a, c'est très instructif pour nous, parce qu'on a un autre son de cloche. Et que parfois, c'est cette fédération professionnelle qui nous met le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas vu, soit que le zinzin ne tourne pas rond, soit qu'il met un doigt sur un point d'incohérence entre codes ou entre lois ou entre normes, ou que tout simplement il développe déjà peut-être une pré-argumentation précontentieuse, mais ce n'est pas assez souvent fait, donc c'est un encouragement à le faire. Mais vous le disiez vous-même, les fédérations ne sont pas forcément au courant des projets de loi. Et je suppose que la FNADEPA pourrait faire ce type de recours ou pas? Absolument. Alors, ce n'est pas un recours, puisqu'on est dans la fabrique de la norme. C'est une contribution à sa concertation, à sa co-construction. Mais en France, elle est insuffisante. Mais moi, je rêverais de cette réforme-là. Pour moi, il devrait y avoir un temps de, je ne sais pas comment l'appeler, de débat public, d'enquête publique. Un projet de loi ou un projet de décret aurait un mois minimum pour être révélé, voilà, au grand public. Et bien sûr, c'est les professionnels surtout qui s'empareraient de ces sujets. On leur dit quel est le projet qu'a le gouvernement. À partir de là, il s'ouvre un débat, une constatation, oui, non, etc. Et on débat. Eh bien, vous avez dit le bon mot. C'est l'heure du débat. Donc, je me tourne vers la salle. On a parlé de beaucoup de choses. Je suppose que vous êtes curieux et que vous voulez aller... Vous avez peut-être des précisions ou des témoignages, ou peut-être Jean-Pierre Rizot va nous dire que la FNADEPA a déjà utilisé ce droit quelque part. Ah, alors, je ne sais pas où sont les micros. Ça va arriver. Sinon, je vous donne le mien. Bonjour. Vous aviez parlé de verbiage tout à l'heure. En vous écoutant, je me souviens d'un... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Karine Giard, ancienne directrice d'EHPAD. Bon. Verbiage, ça m'a fait penser à la première approche universitaire du droit, où notre professeur nous faisait admirer la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des premiers articles de la Constitution. Le langage était extrêmement clair, les articles étaient très courts. Et voilà, moi ce que je proposerais déjà, c'est qu'effectivement ceux qui rédigent des textes s'inspirent de ça. Et voilà, ça c'est la première remarque. Et puis l'autre chose, c'est que finalement on parle de loi, et en même temps il me semble que le véhicule des lois devrait être quelque chose qui perdure.
Or, des lois qui sont prises chaque année, est-ce que c'est le bon véhicule législatif ? Alors, en vous écoutant, je me dis aussi que c'est peut-être pas bien qu'un conseiller d'État parle de verbiage. Mais je m'y autorise parce qu'effectivement, il y avait un rapport en 1991 du Conseil d'État qui avait commencé déjà à préalerter sur ça. Et notre vice-président de l'époque avait parlé de la loi bavarde. Voilà, donc ça voulait dire la même chose. Bon. Alors oui, effectivement, sauf qu'évidemment, bien sûr, l'époque de Portalis, auteur du Code civil Napoléon, quand on relit, il y a encore quelques articles du Code civil qui datent encore de cette époque de 1808, effectivement, chapeau bas. Voilà, en une phrase, un sujet, un verbe, un complément, tout était dit et bien dit. C'est un sujet pour moi de réflexion, d'interrogation. Je crois qu'on a l'esprit juridique qui s'est embrouillé. Voilà, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi et comment. On se complexifie, on se fait des nœuds au cerveau. Voilà. Et ces nœuds au cerveau peuvent être aussi, je reviens à ce que disait tout à l'heure, le principe de précaution. En fait, on voit souvent devant nous des représentants de l'administration qui sont terrorisés. Et ils ont l'impression que ils sont terrorisés par le contentieux. Voilà. Mais comme je vous dis, en vérité, ils ne craignent pas trop, parce qu'à cause du fait que c'est très souvent législatif, ils sont blindés. Mais peu importe, ils sont quand même, si c'est pour un décret ou un arrêté ministériel, ils sont terrorisés par les contentieux. Et donc, ils ont toujours l'impression qu'ils n'entrent pas encore davantage dans les détails, ils ne sont pas assez protégés. Ou ils ne protègent pas assez leurs normes. Alors ça aussi, j'ai mis en place dans mes études et dans mon livre, j'en parle d'un critère qui s'appelle le critère du nombre de mots par article, pour montrer cette progression du verbiage. Et je l'ai prouvé parce qu'en 2002, on écrivait 171 mots, on écrivait 121 mots par article en moyenne, on en écrit aujourd'hui 143 par article. Donc il y a une progression du verbiage, il est scientifiquement prouvé. Ben oui, il faudrait revenir à ça. Encore une fois, c'est la sobriété. Les lois resteraient aux législateurs, mais je crois que tout le domaine réglementaire, il faut réfléchir un jour à le rebasculer des administrations à la coproduction avec les usagers du droit. Et puis il y avait une autre question qui était liée à... Oui, l'instabilité. C'est une excellente question. Là aussi, je vous revois mon livre. Non, mais je veux dire par là qu'effectivement, j'ai montré aussi ce critère. Alors, je ne me suis pas attardé à ce critère pour vos codes. Mais c'est ce qu'on appelle l'instabilité de la norme. Presque pire encore que l'inflation. Parce qu'on a à peine... C'est comme une sorte d'agression du corps social. Voilà. Le corps social, il régit comme un corps naturel. On vous colle une nouvelle norme. Il y a un stress. Il faut donc l'acclimater, la comprendre, s'adapter à elle. Pof, on a à peine fermé la page du code que, d'ailleurs les codes, arrêtez de les acheter. En un an, les éditions maintenant ont compris qu'il fallait mettre des codes en ligne parce que les codes papier, ils sont déjà épuisés au bout de 2 mois, 3 mois. Hein, donc vous risqueriez de vous tromper, faites attention. Et donc cette instabilité est encore plus stressante pour les acteurs économiques au sens large, je vous mets dedans. Et ça, je l'ai prouvé au moins... Alors, il peut se prouver de différentes manières, mais par exemple, je l'ai montré, et vous verrez sur le site Viginorm, je donne le chiffre pour le code de procédure pénale. De 2000 à 2025, en vérité, il y a eu 825 versions du code pénal. Alors, vous n'êtes pas concerné, mais le juge d'instruction ou le policier, ils sont stressés. Tout le temps, la règle change. Donc, qui dit change pour eux, c'est un risque de problématique de nullité de procédure. Et il y a des avocats qui se spécialisent à repérer. Ah, il a cité le texte à telle date, mais il est plus bon. Ah, très bien, je vais faire un recours en annulation. Alors, c'est un problème. Et ça, encore une fois, c'est les lois de financement de sécurité sociale qui ont une grande responsabilité là-dessus. Je suis un peu sévère peut-être, mais je ne suis pas langue de bois, c'est tout. Et pourquoi ? Parce que moi, je vois tous les ans le même article du Code de santé publique ou de sécurité sociale. Tac, on remet une nouvelle couche pour le changer. Ils tiennent même pas un an, ces articles-là. Vérifierez ce que je vous dis, c'est tout à fait exact. Donc cette instabilité, elle est presque encore pire. Il faudrait décider d'une règle par laquelle on dirait on habitue un corps social comme un corps humain, ou comme un corps, peu importe, naturel. Pendant 3 ans, il n'y a pas de changement de la norme. Ou pendant 4 ans, il y a une stabilité de la norme. Et éventuellement, au bout de 4 ans, on réévalue si elle était
correctes, applicables, irréalistes, etc. Mais la stabilité est aussi essentielle que le frein à l'inflation. Ce serait la mise en place d'une durée de vie limite des lois? Oui, alors les Britanniques, là aussi, qui nous donnent des leçons, souvent, ont ce qu'ils appellent les clauses les sunset clauses. C'est effectivement, ils décident que tous les 5 ans, une loi doit se réévaluer. Elle s'éteint, donc sunset, elle s'arrête, sauf si 6 mois avant, une commission du Parlement britannique a démontré que il fallait reconduire le texte, éventuellement en le modifiant ou en l'amendant, mais voilà. Ou sinon, elle fait pchit au bout de 5 ans. Il y a une nouvelle question, je crois. Bonjour. Rémi Busteau, directeur général des pupilles d'enseignement public des Pyrénées-Orientales, anciennement directeur d'EHPAD de longue date. Bonjour. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne pense jamais à l'utilisateur final, enfin, c'est à celui qui applique le texte et qui doit appliquer parfois des choses extrêmement paradoxales ou complexes, voire impossibles. Je vais prendre le cas que nous connaissons tous dans les EHPAD. Le Code de la santé publique nous dit que nous devons produire de l'eau chaude à plus de 61 degrés. Formidable. Et le Code de l'action sociale et des familles nous dit qu'il faut que nous la délivrions à maximum 41 degrés. Donc il y a une espèce d'étape magique avant le robinet qui fait que spontanément l'eau passe de 61 à 41. C'est magique, mais là personne n'y pense. Et je me dis quand même, à un moment donné, il faudrait aussi penser à ceux qui doivent faire appliquer, ceux qui doivent mettre en musique tout ça, parce que c'est bien beau de parler de complexité, d'inflation, etc. Mais derrière, on nous met en responsabilité de produire d'un côté à 61 et de délivrer de l'autre à 40. Je n'ai rien à rajouter. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait aussi apporter son témoignage ou poser une question. Bonjour, Stéphanie Place, responsable de la Maison des Aînés de Villeurbanne. Je pense à quelque chose en vous entendant et tout le travail que vous avez produit. Est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas intervenir dans cette lecture et c'est la mise en lumière des incohérences des normes et des lois qui sont produites, si tant est que c'est possible? Et autre réflexion, on ne parle pas de l'interprétation aussi par les individus des différentes normes et différents textes qui me semblent complexifier encore plus tout ce que vous expliquez. Voilà. Alors, c'est 2 questions très intéressantes. La première, l'IA. L'IA, pour moi, est bien sûr, c'est un formidable potentiel demain. On ne va pas revenir dessus. Mais je la vois, moi, à mon stade, celui de la volumétrie normative, comme un formidable danger. Pourquoi un formidable danger? Parce que, vous voyez, on est à 47,5 millions de mots, 2643 heures. Mais avec l'IA, moi, je peux vous faire un droit de 100 millions de mots. Aucun problème. Et avec l'IA, j'appuierai sur un bouton et un algorithme saura me dire qu'est-ce qui s'impose à vous? Et ça éditera 4 pages à 4 de vos obligations. Donc l'IA peut effectivement être une solution pour arriver dans ce dédale à retrouver un chemin de fil d'Ariane. Mais si on n'associe pas à l'IA, alors l'IA peut être un progrès pour les usagers, pour comprendre ce à quoi ils ont droit ou ce à quoi on les oblige, mais si en même temps les citoyens n'obtiennent pas le frein par les producteurs de normes qui sont nos gouvernants, nos parlementaires, nos régulateurs de ces normes, eh ben, on aura un jour de l'IA avec 100 millions de mots. Voilà. Donc, danger éminemment grave, parce qu'on croira avoir résolu la question dans ce maquis de 100 millions de mots, ce à quoi on a droit ou ce à quoi on n'a pas droit. Et puis... l'interprétation. L'interprétation, vous avez raison. Moi, je bats ma coulpe. Je ne fais pas partie de ceux qui... Alors, les cours souveraines, cours de cassation, conseil d'État, ont une doxa que je suis censé devoir répéter, c'est que les jurisprudences ne sont pas réputées être normatives. Les jurisprudences ne créent pas de normes. Ils interprètent la norme. Nuance. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Au contraire, je considère bien évidemment que les jurisprudences ajoutent aux normes. Alors, bien sûr, elles sont soumises... Elles ont le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'écrit plus comme sous Portalis.
on écrit des textes de plus en plus longs, de plus en plus compliqués, de plus en plus énigmatiques. Donc évidemment, c'est des niches formidables à contentieux, des niches formidables à interprétation. Et donc, ben, voilà, on autocrée le gouvernement des juges. Puisqu'en faisant des textes abscons, on provoque le besoin de les faire trancher, clarifier, interpréter par le juge, ce qui forme aussi une sorte de stabilité aussi, bien sûr, et d'accessibilité, puisqu'on ne la comprenait pas, on a une jurisprudence, maintenant on comprend mieux, a priori, après la jurisprudence. Mais c'est incontestable, moi je ne me cache pas, de dire que ça ne fait que rajouter aussi une norme à la norme. Et que souvent, d'ailleurs même j'ai des avocats qui me disent nous on se fiche complètement des textes, on attend la jurisprudence qui l'interprétera et on se basera par rapport à celle-là. Bon, ben, voilà. C'est pas la bonne façon de faire les choses, on met la charrue dans les bœufs. Donc ça rajoute au problème. Et là aussi, dernier point, je n'insiste pas, c'est que vous verrez mon livre si vous avez un coup d'œil, je raconte que la norme crée du prurite, le prurite des normes. Vous savez, ça, là aussi en langage médical, ça gratte, ça chatouille, ça énerve, donc on se gratte. Comment on manifeste ce sentiment de se gratter des normes? Eh bien, par le recours contentieux. Et l'explosion, du recours contentieux de ce qu'on appelle le juge pour l'excès de pouvoir, c'est les tribunaux administratifs. On attaque l'arrêté municipal, on attaque l'arrêté préfectoral, on attaque l'arrêté ministériel, le décret, etc. C'est en explosion incroyable. Voilà, il faut tout le temps, tous les ans, recréer des postes de magistrats, de greffiers, etc. pour courir après cette inflation. Mais cette inflation, elle trouve son origine, comme la poule et l'œuf, dans le fait qu'on ne comprend pas, mais plus on fait de normes, plus on énerve un corps social, plus ce corps social croit se défendre en faisant des recours. Et en réalité, malheureusement, c'est un cercle vicieux parce que, à son tour, le pouvoir normatif comprend qu'il a un risque par rapport à ces normes de se les faire chahuter. Donc, il va renforcer encore les normes pour les blinder davantage, de façon à ce que le particulier par rapport au fisc, l'EHPAD par rapport à la DGOS, voilà, reste toujours au carré et ne gagne pas devant un tribunal. Alors, je donne la parole à ce monsieur qui attend. Il ne faut pas faire attendre. Ça marche, oui. Francis Vanguille, médecin co en EHPAD. L'inflammation normative, je voudrais dire à mon cher confrère qu'il y a des règles au niveau infectiologie. Pour la légionellose, il faut que l'eau soit à 61 degrés. Et vous comprenez quoi pour moi? Oui, c'est ça. Mais voilà, mais c'est normal qu'on met 61 pour chauffer l'eau et 41 pour nettoyer. Hein, voilà. Messieurs, je vous propose de les continuer normes, ce vous voyez, débat. c'est le prurite normatif. Il gratte, il chatouille, il fait ce, discuter. Ce débat à la pause déjeuner, parce qu'il est l'heure de C'est la norme, il faut déjeuner à l'heure.